Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Protéger et donner à voir une nature de plus en plus menacée. Une mission primordiale menée par une poignée de lieux à travers le monde, mais pourtant indispensable pour mieux comprendre les enjeux de notre écosystème. Au sud-ouest de l'Angleterre, nous sommes allés dans les Cornouailles, région marquée par un littoral accidenté et une nature sauvage. Un territoire rural bouleversé pendant plus d'un siècle par les exploitations minières et ses carrières géantes à ciel ouvert. C'est justement dans l'une des dernières mines d'argile encore en activité jusqu'au milieu des années 90 que Tim Smith jette son dévolu pour y construire un projet stupéfiant. Entre futurisme et exotisme, il lui aura fallu plus de 6 ans de travaux pour ériger l'Eden Project, jardin botanique unique au monde. Le développement durable, c'est assez amusant, car beaucoup de gens en parlent. Mais ce sont surtout des hommes d'affaires costumés et ennuyeux qui en parlent. Alors qu'en réalité, ils veulent parler du carbone. C'est ce qu'ils entendent par développement durable. Parler du carbone. Et c'est pathétique, car le développement durable, c'est surtout une manière de gérer. Les serres de l'Eden Project abritent des plantes et des fleurs du monde entier. Plus de 5000 espèces qui font de ce lieu la plus grande forêt tropicale en captivité au monde. Dès lors, comment régénérer un lieu torturé et pollué par l'activité industrielle en exemple irréprochable de développement durable? Quels matériaux utiliser pour fabriquer des serres géantes et écologiques? Comment créer des climats exotiques à des milliers de kilomètres de leur pays d'origine? Et comment les ériger en un modèle éducatif pour sensibiliser la population au rôle vital que joue la nature dans notre équilibre mondial? Avec son Eden Project, Tim Smith est convaincu d'avoir bâti ici une nouvelle merveille du monde. J'ai pensé que c'était une bonne idée de créer un lieu où, en arrivant, on s'échapperait du quotidien. En Angleterre, il existe une expression « se refaire une bonne santé », ce qui signifie reprendre des forces. Et toute ma vie, j'ai aimé réparer les choses. Et cet endroit était idéal car c'était un endroit vraiment infecté, en mauvaise santé. Mais avant d'imaginer ce lieu visionnaire, Tim Smith a eu plusieurs vies. Jeune diplômé, il entame une carrière d'archéologue, puis change radicalement de cap pour travailler plus de 10 ans dans la musique. C'est finalement en quittant sa vie londonienne pour s'installer dans les Cornouailles à la fin des années 80 qu'il revient à ses amours pour les végétaux et la botanique. Le paysage lunaire des anciennes carrières offre alors le terrain de jeu idéal pour concevoir son conservatoire de plantes, tout en mettant les préoccupations environnementales au centre de ses objectifs. Une fois que l'homme a commencé à croire en la transformation des endroits les plus endommagés, il s'est senti plein d'espoir. Car je pense que les combats qui surviendront lors des 15-25 prochaines années seront menés par des gens qui se révolteront et diront « ça suffit, nous devons soigner cette terre, car si nous ne la soignons pas, on mourra de faim ». Pour mettre son projet sur pied,
Tim Smith va obtenir des aides financières de l'Union européenne. Une aubaine pour cette région d'Angleterre longtemps délaissée par les pouvoirs publics. Côté construction, seule une poignée d'architectes était à ses yeux capable de donner vie à son rêve. Il fait appel à Nicholas Grimshaw, père de la première gare Eurostar à Waterloo, reconnu pour ses réalisations modernes et son savoir-faire dans l'utilisation de matériaux toujours plus innovants. On a pris contact avec Nick et on lui a dit, et ceci est véridique, on lui a dit « Nous aimerions t'inviter à construire la 8e merveille du monde, mais malheureusement, on ne peut pas te payer. » On s'est quitté et je ne pensais plus jamais en entendre parler. Vraiment pas. Et puis, nous avons reçu un coup de fil le jour suivant et toute sa clique a accepté de travailler pour une misère, jusqu'à ce que l'on ait réussi à obtenir des fonds. De plus, ils étaient très joueurs. De nombreux architectes aiment le noir et le blanc, ainsi que les arêtes vives, etc. Mais eux, ils étaient prêts à adopter des formes plus malléables et rondes. Aussi, cet endroit s'est inspiré de l'environnement naturel, et non pas du monde artificiel. Tim était très enthousiasmé par l'idée que ce projet diffère des bâtiments que l'on construit d'habitude. Ce n'est pas une serre massive, mais plutôt une sorte de forme organique qui s'adosse à la falaise, telles que les bulles ou les diverses plantes qui produisent une sorte de mousse. Cela donne une sensation volumineuse et organique. Je pense que nous avons trouvé une certaine flexibilité dans la géométrie pour pouvoir donner la forme que nous voulions au bâtiment. Bien entendu, la quantité d'énergie que nous avons utilisée a été cruciale, car notre but était de créer un environnement tropical au milieu d'une zone qui gèle en hiver. Nous devions construire un dôme parfaitement isolé et utiliser le moins d'électricité possible, et donc utiliser autant que possible l'énergie solaire. Donc, quasiment tout le bâtiment est composé d'éléments durables. Avant d'ouvrir les portes de ce paradis horticole, la métamorphose a été radicale. Sans nouvelle excavation, tout en reprenant la topographie de l'ancienne mine, plus de 85 000 tonnes de terre ont été déplacées pour recouvrir les sols impurs et les rendre fertiles. Pour la structure générale, les matériaux locaux ont été privilégiés et réduits au maximum. Un enjeu de taille pour réduire les émissions de CO2 sur un site particulièrement accidenté. Les restes d'argile ont servi dans la construction, le bois a été recyclé, le tout adossé contre la colline. Nicolas et son équipe d'architectes ont ainsi su rentabiliser au maximum la chaleur naturelle de la terre pour stabiliser la température dans tout le bâtiment. À l'intérieur des biomes, surnom pour ces 8 bulles monumentales de près de 3 hectares, règnent 2 climats. D'un côté, une serre méditerranéenne avec arbres fruitiers et oliveraies. De l'autre, une forêt tropicale aux espèces exotiques, importée des jardins botaniques et centres de recherche du monde entier. Et l'Éden poursuit son expansion. Dernier bâtiment en date à avoir ouvert ses portes, un centre éducatif. Nous nous trouvons dans le biome méditerranéen. C'est une structure très rudimentaire. Elle est enrobée d'une structure en plastique et non pas en verre. Le plastique la rend légère, ce qui nous a permis d'utiliser moins d'acier. Donc le poids de toute la structure est similaire à l'air contenu à l'intérieur. Le plastique qui se trouve juste là est appelé éthylène tétrafluoroéthylène. C'est comme le revêtement en téflon sur une poêle. Il est anti-adhésif, ce qui empêche l'apparition de poussière. Il peut être facilement nettoyé et il reste propre. Le plus important est qu'il permet aux rayons UVB de passer à travers. Ceci permet aux plantes de pousser comme si elles étaient à l'extérieur. Il est incroyablement solide. Même avec des accumulations de neige d'une hauteur de 2 mètres, aucun problème ne surviendrait. Et un chauffage trop puissant n'est pas nécessaire. En fait, on pourrait même dire que c'est comme un énorme parapluie. En Méditerranée, on n'a pas vraiment besoin de chauffage, mais juste de maintenir la pluie éloignée. Le plastique se compose de 3 couches, comme une sorte de papier bulle, donc il y fait très chaud.
Et comme pour tout bon bâtiment bioclimatique, l'Eden Project est orienté plein sud. En parallèle, les architectes ont appliqué les principes de la ventilation croisée pour refroidir les serres et assurer le renouvellement de l'air en cas de surchauffe. Le tout est automatisé pour optimiser au maximum les dépenses d'énergie, particulièrement importantes dans ce genre de projet. Si chaque année, les émissions de CO2 sont réduites, Gus et ses équipes redoublent désormais d'efforts pour basculer vers le 100% renouvelable. En ce qui concerne la climatisation, si on observe le plafond, on remarque qu'il y a des pétales. Ceux-ci s'ouvrent comme une fleur et laisse l'air passer directement à travers. Le système actuel de chauffage fonctionne au gaz, mais plus tard, nous espérons utiliser de l'énergie géothermique pour réchauffer tout le biome. Nous puiserons cette énergie au fond de la Terre, à environ 4 ou 5 km de profondeur, ce qui permettra de réchauffer le biome et de produire l'électricité nécessaire. L'eau est un vrai enjeu. Le souci est que dans les Cornouailles, nous avons trop d'eau. Donc c'est une question très importante pour nous. Nous récupérons l'eau pour arroser les plantes et nous l'utilisons également pour les toilettes. Nous utilisons donc très peu l'eau potable du réseau. Véritable laboratoire écologique géant, l'Eden Project est ainsi quasi autonome en eau, une ressource vitale pour ces 2 millions de plantes. Le projet Eden est un moyen de parler du développement durable à un public qui n'est pas forcément intéressé par ce sujet. Ils ne viennent pas passer une journée pédagogique pour se renseigner sur le développement durable. Ils viennent pour profiter d'une belle journée. Et tant qu'ils sont là, nous espérons leur apprendre des choses à ce sujet, dont le fait que l'homme peut soigner un peu plus la planète. Ici, il y a très peu de plantes rares. Elles sont ordinaires car elles représentent essentiellement des plantes dont dépend l'homme. Nous ne dépendons pas d'une plante rare. Il ne s'agit pas d'une collection de papillons. Nous voulons que les gens comprennent le concept de forêt tropicale, ou bien le concept de Méditerranée. Car le vrai miracle d'un tel endroit, ou de la forêt tropicale à côté, est que l'on se rend compte que certaines de ces plantes vivent à 16 000 km d'ici. Et elles se sont adaptées dans les mêmes conditions. Et c'est ce qui fait leur intelligence. C'est quasiment miraculeux quand on y pense. La manière dont le monde vivant s'adapte à la température et au climat en général. Et c'est ce que je veux que les gens apprennent. Qu'ils apprennent que les plantes sont intelligentes, qu'elles font des choses merveilleuses, et qu'elles nous fournissent tout ce dont nous avons besoin. Ça s'appelle enseigner en séduisant. Je pense qu'au début, personne ne croyait que le projet allait fonctionner. Nous sommes à 400 km de Londres. Les Cornouailles sont vraiment loin. Nous doutions vraiment que les gens allaient venir jusqu'ici. Nous voulions qu'Eden soit comme une vraie jungle, une prolifération de plantes, ce qu'ils appellent une population de plantes, afin qu'elles puissent se polliniser et interagir entre elles, exactement comme elles le font dans leur habitat naturel. 10 ans après son ouverture, le pari fou de Tim Smith est réussi. Plus de 16 millions de visiteurs sont venus découvrir l'Eden Project, ce qui en fait l'un des sites touristiques les plus importants de Grande-Bretagne. La première fois que nous sommes venus, quasiment rien n'avait poussé. Donc, pendant la première année, les 6 premiers mois, il n'y avait pratiquement rien. Tous les arbres et toutes les plantes n'étaient pas plus grandes que ça. Et beaucoup d'arbres dans certains dômes n'étaient pas encore très hauts. Mais en une quinzaine d'années, tout a bien poussé et c'est devenu énorme. Ça nous a fait prendre conscience que nous devons tous prendre soin de la planète, en pensant plus aux animaux et à la vie des plantes, et pas juste à tout bétonner et à construire plus de maisons et plus d'endroits pour l'homme. Je pense que c'est merveilleux que les gens puissent visiter cet endroit, que ce soit des enfants ou des adultes. Nous apprenons tous quelque chose. Il y a beaucoup à apprendre pour les visiteurs. J'en ai appris en arrivant et j'en apprends un peu plus à chaque fois que je viens. Nous nous trouvons face au bâtiment éducatif, qui est le bâtiment principal. Lorsqu'Eden a été construit, nous pensions recevoir environ 750 000 visiteurs par jour, et nous en avons au final reçu près de 2 millions. Donc on avait besoin d'un nouveau bâtiment éducatif. Il est basé sur la séquence de Fibonacci, inspirée elle des mathématiques de la nature. Par exemple, si l'on pense à un ananas ou à une pomme de pin, ce bâtiment s'est inspiré de cette séquence spirale.
Pendant sa construction, nous nous sommes rendus compte que personne ne parlait vraiment de métaux dans le circuit d'approvisionnement. Car bien que le recyclage soit quelque chose de positif, il est aussi très important de savoir d'où viennent ces métaux dans un premier temps. Une partie du projet était d'avoir un dôme provenant d'une mine et de savoir que c'était une mine authentique. Les panneaux solaires installés sur le toit nous ont aidés au niveau de l'électricité, mais honnêtement, ce n'était pas suffisant. Et c'est pour cela que nous devons construire le projet géothermique. Les matériaux ont été minutieusement choisis. Chacun d'entre eux est considéré comme durable et chaque fois que l'on construit un nouveau bâtiment, nous essayons de pousser le développement durable un peu plus loin. Que ce soit une politique en matière de déchets ou bien une politique relative à l'insertion sociale pour s'assurer que ceux qui ne peuvent se déplacer facilement puissent le faire plus facilement ou bien peu importe, à chaque fois, nous allons plus loin. Et nous n'arrêterons jamais. En complément, le Core Building a misé sur la revalorisation de matériaux déjà utilisés et normalement destinés au rebut. À l'intérieur, béton, argile et verre recyclés ont servi pour les sols et les murs, tandis que les poutres en bois issues de filières responsables ont permis d'assembler toute la charpente. Au petit matin, le jour est à peine levé que Étier et son équipe s'affairent déjà dans la grande serre tropicale. À l'abri des regards, avant l'arrivée des premiers visiteurs, ils ont la lourde tâche de prendre soin de cette forêt luxuriante. Dans le biome de la forêt tropicale, il existe environ 2000 espèces différentes de plantes. Tout pousse si vite dans cet environnement. Par exemple, ce grand arbre a 4 ans. Donc oui, tout pousse très vite. Aussi, on passe beaucoup de temps à les tailler. Mais nous essayons de recréer une ambiance aussi réaliste que possible de la forêt tropicale. Il ne s'agit pas au final d'un jardin bien taillé et bien entretenu. Nous essayons d'offrir aux visiteurs une expérience ressemblant à la forêt sauvage. Au total, plus de 20 jardiniers se relaient pour bichonner cet Éden vert. En plus des végétaux, des insectes et des oiseaux ont même été introduits pour respecter l'écosystème. Nous essayons de travailler d'une manière aussi durable que possible. Nous envoyons tous ces déchets au composteur pour les transformer en engrais. Et une fois par an, nous reversons ce compost dans tout le biome. Nous travaillons dur pour renouveler le sol et le nourrir. Et si nous utilisons des fertilisants, nous essayons d'en utiliser des naturels, comme le fumier du poulailler ou des algues. Nous luttons biologiquement contre les parasites. Nous prenons de petits insectes qui mangent ceux qui ne sont pas nécessaires. Il se peut que nous ayons recours à un produit chimique 1 à 2 fois par an, car nous sommes dans un environnement fermé et ça ne peut pas être naturel à 100%. C'est aussi pourquoi nous devons contrôler les parasites. Autrement, nous perdrons nos plantes. C'est très important pour nous de faire quelque chose d'utile. Pouvoir travailler avec ces merveilleuses plantes et ainsi donner aux gens cette opportunité de les admirer sans devoir prendre l'avion pour se rendre dans la jungle. Ils peuvent simplement venir ici, découvrir la forêt tropicale et apprendre à quel point cet écosystème est important pour eux. Ce sont les poumons du monde. Ils nous maintiennent en vie. C'est donc génial d'en faire partie et de transmettre ce message aux gens.
L'une des autres missions de l'Eden Project, à mi-chemin entre pôle éducatif et attraction touristique, est d'accueillir des groupes scolaires tout au long de l'année. Professeur dans la péninsule, Justin est un habitué des lieux. Ce matin, il guide ses élèves de 5e pour des travaux pratiques appliqués. Cela fait 10 ou 12 ans que nous venons ici pour que les élèves puissent découvrir la forêt tropicale, car dans le cadre de leur apprentissage scolaire, ils doivent apprendre comment fonctionne la forêt tropicale et quel type de plantes on y trouve. Le simple fait de toucher le sol ou observer les plantes, sentir l'humidité, ce que l'on ne peut pas vivre en Angleterre, c'est vraiment chouette et différent, n'est-ce pas? L'idée de bâtir cet endroit, en mettant l'accent sur le développement durable et en soutenant la population locale, est brillante. Et aussi le fait qu'ils essayent de minimiser l'impact sur l'environnement et d'inciter les gens à utiliser les vélos au lieu des transports publics, à travers leurs programmes de sensibilisation. Je pense que le message qu'ils veulent faire passer est vraiment important, en ce qui concerne le besoin de conserver les plantes. C'est très intéressant, n'est-ce pas, de pouvoir le voir de ses propres yeux. Oui, surtout l'Afrique du Sud. Oui, et la Méditerranée. Oui. Je n'ai jamais vu une forêt tropicale comme celle-ci. C'est nouveau pour moi et c'est intéressant. C'est beaucoup plus facile d'apprendre en l'ayant en face de soi car la mémoire visuelle fonctionne mieux. Plus largement, c'est à tous les postes clés que le lieu a su insuffler une démarche éco-responsable. À l'image de la cuisine, où le chef Tony Trenry a entamé une politique locavore en collaborant avec plus de 2400 fournisseurs des environs pour s'approvisionner quotidiennement en produits frais. Nous comptons sur nos petits fournisseurs locaux et nous les soutenons. N'importe quel chef peut décrocher le téléphone, appeler une grande entreprise et demander « Nous voudrions savoir exactement d'où proviennent nos aliments et où ils sont cultivés, leur assaisonnement, leur durabilité, etc. » Il en est de même avec nos chefs et leur formation en tant qu'apprentis. Les gens nous demandent souvent à propos de nos légumes et de nos fruits, les faites-vous pousser dans le cadre du projet Eden? Nous aimerions bien, mais imaginez-vous, avec 14 000 visiteurs par jour, nous aurions besoin d'énormes champs de produits et nous détruirions Eden. En fin de compte, il s'agit du projet éducatif d'Eden, tout comme ce que vous voyez derrière, le merveilleux jardin d'herbes aromatiques. Si on s'en servait, il n'y aurait rien à montrer. Je suis passionné par ces plantes et très engagé dans ce projet. Nous vivons une véritable expérience gastronomique, surtout maintenant, et ça ne peut que aller de l'avant. À l'avenir, j'aimerais vraiment travailler de manière plus écologique. Si c'est la direction que je dois prendre, je le ferai. Je ne cherche pas la simplicité. J'aime les challenges. J'aime lancer un défi à l'équipe. Je pense que c'est ce qui nous maintient motivés. Chaque année, chaque cuisine change radicalement son menu. Nous le changeons si souvent que notre équipe est toujours sur la brèche, à s'affairer autour du menu. Mais c'est merveilleux. C'est ça, prendre soin de la planète. En fin de compte, il s'agit de prendre soin de tout ce que nous sommes. Si nous sommes des êtres avares, nous n'aurons plus de planète dans 100 ans. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas simplement de la nourriture, c'est l'histoire qui va avec. Prochaine étape pour le chef, construire de nouvelles serres dans les terrains voisins pour cultiver ses propres fruits et légumes bio. De quoi pousser encore un peu plus l'Eden Project vers l'autosuffisance. Nous n'avons pas à utiliser d'aussi grandes quantités d'électricité comme on le fait. Nous avons le choix. Je ne dis pas que nous devrions retourner aux chandelles et aux feux de bois, mais nous avons le choix quant à la façon de mener nos vies. Si l'on venait à perdre toutes les plantes du monde, on mourrait tous en l'espace de 2 ans. Sans les plantes, la population mondiale ne pourrait pas survivre. Pour l'expliquer d'une manière simple, je dirais que notre travail consiste à sensibiliser les gens, à les faire regarder avec leurs propres yeux ce qui les entoure, à bien regarder les choses. Et c'est parce que ma génération a été foutrement stupide que la vôtre va devoir en payer les conséquences.
J'aimerais que les gens comprennent mieux que le développement durable ne consiste pas à manger des céréales ou à porter des sandales, mais qu'il est en réalité un mode de vie et un avenir. Et plus tôt nous aurons affaire à cet avenir, mieux ce sera. Novateur et hors du commun, l'Eden Project est un véritable succès. L'endroit qui emploie 500 personnes a créé un boom tant touristique qu'économique pour toute la région des Cornouailles. Il est surtout devenu au fil du temps l'exemple à suivre en termes de conservation des plantes et de sensibilisation à l'écologie. Fort de son modèle anglais, Tim Smith vient de conclure plusieurs partenariats au Canada, en Chine et en Australie pour exporter son savoir-faire. Une première ouverture devrait donc avoir lieu dans les 2 prochaines années.